C'est en cela que j'aime. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttélévision.com ou qui nous écoutez sur FM+, 88.9, vous qui nous regardez à La Réunion, en Guadeloupe, en Guyane, en France et bien entendu à Mayotte, bonsoir et bienvenue dans ce dialogue avec la presse. J'ai le plaisir de l'animer ce soir en compagnie du docteur en économie Raphaël Vaugirard. Raphaël, comment allez-vous? Bonsoir, monsieur Larcher, bonsoir à la Martinique. Alors, je dis tout de suite, je ne suis pas venu jouer M. Cindy. Hein? Je suis Raphaël Vaugirard. Hein? Bon, parce qu'on n'est que des hommes là cet après-midi et il n'y a pas de dames, donc je ne vais pas jouer ce rôle-là, si vous voulez. Qu'est-ce qu'il faut? Lequel rôle? Bon, vous voulez la preuve ou pas? Qu'est-ce qu'il rapporte? Un retrousseur ou un détrousseur? Bon, eh bien voilà, vous avez tout compris. Cindy n'est pas là parce qu'elle est légèrement souffrante. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. En même temps, elle n'a pas fait confiance aux deux médecins qui sont là. Elle aurait pu venir et se faire soigner tranquillement. Alors, gratuitement, en plus. mais oui, gratuitement et tout. Qui vous dit qu'elle n'est pas passée de voir, monsieur? Non. Donc, voilà. Donc, ok, non, mais c'est très bien. Elle est passée voir le docteur Mpaye et elle est toujours malade. C'est ça qu'on observe. C'est ça qu'on oublie d'observer. Docteur Samuel Mpaye, comment allez-vous? Très bien, merci. Merci d'être là. Merci. Bonsoir, docteur Montezum. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, monsieur Larcher. Bonsoir. Bonsoir, Serge Souffleur, comment allez-vous? Bonsoir, hormis vous et moi, nous sommes entourés de docteurs. Hein, à croire que la Martinique est un pays souffrant et malade. Alors, À moi. oui. Mais nous traversons une épidémie de grippe ou de... Je ne sais pas si je peux en parler, mais j'en parle quand même. Il paraît, Serge Souffleur, que vous avez forcé votre femme à faire l'amour alors que vous êtes marié et qu'elle ne voulait pas. On m'a dit ça à Chelcher, là. Alors c'est interdit. Alors que Oui, c'est c'est complètement interdit. Vous n'avez pas le droit d'obliger votre femme à faire l'amour si elle ne veut pas. Qu'est-ce qui est interdit? D'obliger votre femme à faire l'amour si elle ne veut pas, même si c'est votre femme mariée. Et vous l'avez fait. Mais vous parlez de ma régulière, de ma femme... de la femme avec laquelle... Vous passez à l'église. Oui. Et puis, elle me refuse son lit, n'est-ce pas? Non, pas son lit, son corps. Vous êtes dans le même lit, mais vous refusez son corps. Eh ben, elle me donne une occasion d'aller butiner ailleurs. Hein. Ah bon, c'est ça que vous feriez? Mais oui. C'est marrant parce que vous avez dit exactement ce qu'a dit le docteur Mpaye avant l'émission. Ah bon? Ouais, vous avez dit exactement la même chose. Mais non, avant je prenais des prétextes, maintenant c'est... Je pensais que cette femme avait cette obligation, n'est-ce pas? Cette obligation... Oui, le Code civil l'imposait, lui fait 215 du Code civil. N'est-ce pas? De recevoir son mari. Je ne sais pas, vous allez faire hurler l'association de défense des femmes. Hein. Et pourquoi? Ah ben, je ne sais pas, hein. Moi je crois qu'elles ne veulent absolument pas de ça. Oui. C'est si je veux, quand je veux. Donc nous sommes au bon vouloir maintenant des femmes et dans cet exercice. C'est comme ça. Ah ben. Bon, allez sur le droit. Plus sérieusement, je pense que, comme le problème s'est posé, c'est que la France a été tensée par la Cour européenne des droits de l'homme, parce que la France avait laissé passer des divorces au seul motif que la femme refusait d'avoir des relations avec son mari. Parce que le Code civil rendait pratiquement obligatoire ce qu'on appelle le devoir conjugal. Oui. Hein? Et puis, des recours ont été produits auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Et la France a été tentée de dire, mais quoi, soi-disant le pays des droits de l'homme, et vous obligez une femme. Donc, la France maintenant est amenée à supprimer le devoir conjugal. Voilà la situation dans laquelle on est. Et ça pose tout un problème parce que personne ne sait comment mettre le curseur entre l'obligation, entre le besoin de reproduction, entre ceci et cela, l'entente, etc. Donc c'est très compliqué. Et puis moi je pense que c'est quand même assez intrusif quand même. Hein, parce que un couple, tous les couples sont uniques. Il n'y a pas des couples qui sont reproductibles, on n'est pas des clones. Donc chaque couple résulte d'une histoire
entre des personnes. Et par conséquent, c'est dans cette histoire qu'il faut rechercher les raisons de ce blocage ou bien de ce problème, quoi. Docteur Mpaye, vous nous avez dit donc que c'est l'occasion pour vous d'aller voir ailleurs sur vos reports. Non, c'est pas ça, vous avez dit ça? pas du tout ce que j'ai dit. Ah. Oh. Ce serait un prétexte. Ah non, mais c'est pas du tout ce que j'ai dit. Ah, bon, qu'est-ce que vous avez dit alors? Non, j'ai dit simplement que, et pour revenir à la phrase de M. Vaugirard, il n'y a pas de problème particulier. Je ne vois pas où il y a le problème. Je pense que, en réalité, si nous décidons d'être mariés, certains, c'est de façon volontaire. D'accord? Et que, à partir du moment où se marier est volontaire, ce qui se passe dans le mariage découle aussi de la volonté. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'à partir du moment où nous ne sommes plus d'accord sur un certain nombre de points, on peut se décider tout bonnement de se séparer. Je pense que si de dire, comment ils ont appelé ça d'ailleurs? Rappelez-moi le devoir conjugal. Le devoir conjugal. Si le devoir conjugal, c'est simplement de se dire, d'avoir des rapports sexuels, c'est ça que c'est que le devoir conjugal. Je dis non, le devoir conjugal est un ensemble de choses dans lequel apparaît le rapport sexuel. Bon. Mais si, parce que le rapport sexuel, il devrait avoir conflit dans un couple, dans ces cas-là, si le devoir sexuel devient l'alpha et l'oméga de ce qui gère le couple, dans ces cas-là, on peut tranquillement et sans problématique décider de se séparer. Moi, je trouve ça tout à fait convenable. C'est pour ça que moi, je ne vois pas ça comme un problème. Je vois simplement ça comme une problématique liée à ce que c'est que le genre humain. Nous avons une femme, nous avons un homme. Mais pourquoi le droit s'introduit dans cette affaire? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en réalité, nous avons un problème hormonal. C'est un problème hormonal, en réalité, qui se pose ici, là, quand ce qui concerne les rapports sexuels entre un homme et une femme. C'est que vous avez probablement, dans le couple, en général, des phénomènes qui font en sorte que nous, les hommes, nous avons peut-être des rapports sexuels qui peuvent aller jusqu'à la mort, on peut dire, hein, et que chez les femmes, ce rapport, il est peut-être diminué avec l'âge. Si vous avez votre dame qui, à partir d'un certain âge, ne veut plus avoir de rapport, vous n'allez pas la forcer à l'avoir, simplement parce que vous avez besoin de le faire. Et ce que je trouve parfaitement normal, hein, mais je dis simplement qu'on ne peut pas obliger, dans ces cas-là, votre femme, qui n'a plus aucune envie, à avoir des rapports sexuels, alors que visiblement sa nature ne lui permet plus, en tout cas en ce qui la concerne. Elle, vous avez bien précisé que c'est interindividuel, d'accord, de le faire. Je pense qu'il faut respecter ça. Et dans ce cadre que le législateur décide que finalement, il faut permettre à la personne de dire non, simplement si elle n'a pas envie de le faire. Après, on s'adapte, nous en tant qu'hommes, à savoir soit on accepte, soit on n'accepte pas, et dans ces cas, si on n'accepte pas, on a tout un éventail de possibilités en termes décisionnels de ce qu'on peut faire. Et puis le pire, c'est que si effectivement la femme a le droit de refuser, eh bien, c'est une manière de légitimer les départs des maris vers Terre Sainte-Ville ou bien où. Enfin, vers d'autres femmes. Pourquoi vers d'autres femmes. Pas obligé. Mais oui, puisque ça devait un argument juridique. Non. Mais écoute, à partir du moment où la femme te dit que l'article 30 du Code civil modifié me donne le droit de refuser eh bien, le mari peut dire, eh bien, moi aussi, le même article me donne le droit d'aller voir ailleurs. Je n'avais pas vu ça dans ce sens-là. Ça commence à devenir intéressant. Non, mais c'est ça. D'où l'avantage. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça qui est le côté pervers. Oh, non. C'est ça le côté pervers parce que ça devient juridique. Ça devient juridique. D'où l'avantage d'être comme dans certains pays africains, d'être polygame, d'avoir plusieurs femmes. On devient musulman. Oui. Ou chez les Quakers, ou les Mormons, d'avoir 2 ou 3 femmes, ou en Afrique, et d'être polygame, d'avoir X femmes. Oui. Citez pas l'Afrique comme ça, de façon vague et entière. Mais la polygamie, ça existe. Ouais, mais c'est pas partout en Afrique, c'est pas partout en Afrique. Dans les pays musulmans. Non, mais quand vous dites Afrique,
c'est vague votre... Mais non, Nous sommes d'accord, nous sommes d'accord. Voilà, Mais il justement. faut pas... Non, voilà. surtout, pourquoi je dis Afrique? Parce que en ce moment, mes deux amis veulent parler du distinguo entre l'Afrique et l'acceptation de l'Afrique dans leur comportement, dans leur vie. Non, on va y venir. On va y venir. Oui, bon. Docteur Montezuma, quand votre femme se refuse à vous, qu'est-ce que vous faites? Vous faites rien? Vous allez dormir dans l'autre chambre? Mais vous savez quand même que les femmes, aussi bien à la Martinique qu'en France, sont très permissives. Et que même quand elles n'ont pas envie, elles disent c'est marie-moi. Donc, Ah ben oui. elles font quand même. Elles sont de bonnes femmes. Oui. Dis-moi. Je dis, c'est pas seulement à la Martinique, en France aussi, ça se passait comme ça. Non, mais c'est fondamental. C'est-à-dire que face à l'acte sexuel, il y a une inégalité fondamentale entre l'homme et la femme. Ah ben oui. C'est-à-dire que l'homme, pour faire l'amour, il a besoin d'être excité pour pouvoir entrer en érection. Ouais, mais la femme aussi, hein. Non. Pour pouvoir faire l'amour, vous avez dit. Hein. Oui, Vous avez employé le mot, hein. oui. Quel mot vous voulez, Jean-Paul? Ben, Non, j'enlève le mot faire l'amour. L'acte sexuel. Bon, Ah, pour ben, faire l'acte sexuel, ça s'appelle faire l'amour. Hein. Pour faire l'acte sexuel, l'homme a besoin d'entrer en érection, et le docteur Vaugirard le sait bien, c'est pas si facile, n'est-ce pas? Non, c'est... Mais vous dites la femme, je Ne faites pas des confidences là, la sur moi, femme, non. elle, n'a pas besoin d'entrer en érection. Il lui suffit d'écarter les jambes et elle peut faire l'amour. Mais non, mais c'est là où Attendez, je viens. excusez-moi. Mais non, Attendez, excusez-moi. c'est là où je Oui, viens. Excusez-moi. Là. Je dis là. C'est trop cru quand même. Je dis là. Non, mais c'est là. Laissez-moi dire ce que j'ai à dire. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Donc c'est une évidence. Non. Pour faire l'amour, une femme a besoin de rentrer en érection. Bon. Donc une femme, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des prostituées femmes et qu'il y a peu de prostituées hommes. Parce que les femmes, elles peuvent faire l'amour avec n'importe qui, n'importe quand, à n'importe quel moment. D'accord? Donc quand une femme, si elle aime son mari et que son mari a envie de faire l'amour, elle peut le faire. Elle doit le faire, si elle aime son mari. Elle doit lui faire plaisir. Ce qui n'est pas le cas de l'homme. Je vous dis, s'il n'a pas envie, il n'a pas envie, il ne peut pas. Mais la femme, la femme, elle peut. Et je ne pense pas que ce soit particulièrement douloureux quand on est marié avec un homme et veut de lui faire l'amour, même quand on n'en a pas tellement envie. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui feignent d'avoir du plaisir en faisant l'amour avec un homme sans en avoir, simplement pour lui faire plaisir. Donc, je pense qu'une femme qui aime son mari, eh bien, si un soir elle n'a pas envie de faire l'amour, même si elle n'en a pas envie, eh bien, elle peut lui faire l'amour, par amour précisément. Alors, désormais, c'est le caractère obligatoire. Il y a même un terme médical qui décrit cette situation quand la femme ne le veut pas et qu'elle a mal. Ah, ça, c'est autre chose, si elle a mal. Si elle a mal... Mais non, il s'agit pas... Arrêtez. Si elle n'a pas envie, elle a mal. Non, si elle n'a pas envie, elle n'est pas obligée d'avoir mal. Vous déconnez ou quoi? Toutes les prostituées, là, elles ont envie de faire l'amour. Une femme peut faire l'amour sans avoir mal, elle n'a pas envie, mais elle peut faire, c'est une évidence. On discute de ça. Donc vous pensez que quand la prostituée fait l'amour dans le machin, vous croyez qu'elle écarte juste les jambes, elle ne met pas de produit pour essayer d'éviter les sécheresses vaginales, vous pensez qu'elle ne met pas un certain nombre de choses pour pouvoir avantager justement ça, pour que justement elle n'ait pas de douleur. Il faut rester dans le raisonnable. Elle a pas mal. Et on parle là d'un partenaire et d'un être humain. On ne parle pas d'une chose. On ne parle pas d'une chose. On parle d'un être humain qui a des sentiments, qui est avec vous, qui vit la même chose que vous. On ne parle pas de juste je vais faire l'amour, je vais. Non mais laissez-moi finir. Un acte mécanique. Ce n'est pas un acte mécanique. Ce n'est pas un acte mécanique. Je viens, je fais l'amour et puis je dors. Il s'agit d'un partage. L'amour, c'est d'abord un partage. Ce n'est pas simplement avoir un rapport sexuel. En tout cas, pour moi, c'est ce que je pense. Est-ce que vous connaissez cette très belle chanson de Georges Brassens sur les prostituées, en disant qu'elles ne rigolent pas tous les jours, etc., etc. Très, très belle chanson. Je suis en train de vous dire une évidence, à savoir qu'une femme n'a pas besoin d'avoir envie de faire l'amour pour faire l'amour. Alors qu'un homme a forcément besoin d'avoir envie. C'est une évidence, je vous dis. Désormais, c'est le Nous ne sommes pas des bêtes, monsieur Laucher. Je vous parle physiologie. Nous sommes des êtres humains, monsieur Laucher. Vous ne pouvez pas nous
réduit à l'état de bête, ou j'ai envie de faire l'amour, ou à l'état de bonobo, physiologie. de bonobo, et puis j'attrape le premier venu, et puis je fais ça, et puis je continue mon chemin. Écoutez, il y a quand même une psyché, il y a quand même un certain nombre de mécanismes psychiques. Les femmes, Mais oui, monsieur Laouché, vous pouvez pas. C'est quand même extraordinaire. Attendez, Non, mais- je n'ai pas besoin d'interroger les femmes pour savoir qu'une femme peut faire l'amour, même si elle n'a pas envie. C'est une connerie. Je dis une évidence d'être en train de discuter. désormais, c'est le caractère. Mais pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Et donc, moi, je vous dis, Il vous a dit qu'il ne faut pas faire ça. je vous dis que quand on est marié, on est marié pour le meilleur et pour le pire. Oui, Et ça, c'est le pire. Ça, Mais c'est oui, le pire. ça, c'est Eh le bien, pire. il faut l'accepter. C'est le pire, Maintenant, si c'est un truc, vous n'avez vraiment pas envie de faire l'amour avec votre mari, il faut divorcer. C'est une évidence. Mais si un soir, vous n'avez pas envie de faire l'amour, votre mari vous demande de faire l'amour, il faut... Le bout n'est pas boulé. Le bout n'est pas boulé. Le mec, si vous aimez votre mari, qu'il a envie de faire l'amour, même si vous n'avez pas très envie, eh bien vous lui faites l'amour. C'est une évidence. Mais Si vous n'êtes pas d'accord. non, mais dans cette situation, n'est-ce pas, c'est donc désormais le caractère obligatoire tombe sous la loi. C'est ça, malheureusement. Alors, en conclusion, monsieur Lanté, parce que Concluez. c'est quand même un débat important, hein, parce que n'oubliez pas qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui parfois font leur jugement à partir de ce que nous disons ici. Mais Et puis, il y a des gens qui vont en prison Oui. à cause de ça. Oui, hein. mais oui. Il faut pas oublier Alors, ça. alors moi, je pense que l'intrusion du droit dans cette affaire est dangereuse. Hein. Ça n'est pas l'affaire du droit. Mais si. Hein. Ça, Si, si. hein. Ça, non, ça n'est pas l'affaire du droit. Pourquoi? Parce que le droit ne peut pas réguler Mais ça- un couple. Ça ne fait que donner Ça des peut arguments, participer de la arguments à celui-ci ou à celle-là pour entamer une procédure. Et donc, ça détruit automatiquement le couple. Non, mais c'est la société. Le couple C'est dans la n'existe société. pas. Ouais, Là, ouais, vous ouais. parlez d'une société qui n'existe plus. Nous sommes dans une société de l'État. Les lois s'adaptent à la société dans laquelle elles se font. D'accord? C'est-à-dire que cette loi-là, vous l'auriez mis il y a 50 ans, et les gens se seraient levés pour dire ouais, c'est pas normal. En fait, cette loi en 2026, elle rentre parfaitement dans ce que sont les rapports entre les êtres humains en Voilà, 2026. c'est vrai. Non, C'est ce qu'il faut dire. Le mariage est Il faut toujours le être mariage. clair. Le mariage il y a Il faut être- 50 ans, il faut être c'est toujours le clair. mariage d'aujourd'hui. Il faut être Je suis marié clair avec une là-dessus. femme. Il y C'est-à-dire a que 50 ans comme aujourd'hui. l'émancipation des femmes Ouais, aujourd'hui non, fait en sorte Mais il y en a deux qu'elles fois. demandent ça. Mais ils existent. Vous comprenez? Une fois Oui, que- l'émancipation dans des les femmes cas- dans aujourd'hui les fait cas en sorte qu'elles extrêmes. demandent ça Un homme aujourd'hui. à ne dans pas les se- violences. un homme à ne pas se marier. Non, mais vous pouvez Mariez-vous dire ce que pas, vous voulez, vous vous mariez pouvez dire pas. ce que vous voulez, Mais- discuter avec les jeunes filles que nous avons aujourd'hui, nos jeunes petites filles ou nos jeunes filles, eh bien, elles sont dans cette dynamique. Un homme à ne pas se Elles marier. sont dans cette dynamique. Pas Et compliqué. donc, c'est parce qu'elles sont dans cette dynamique-là que le législateur décide que ça, il faut mettre en place pour les protéger. Non, parce non. que justement, ça fait des clashs. Et que comme ça, chacun sait à quoi il part, à quoi il s'en tient quand il décide d'épouser sa femme. Toutes ces choses-là sont au clair. Si je dis non, c'est non. Mais C'est non, tout. mais je ne me marie pas. C'est bien, mais c'est bien, mais c'est tout ce qu'on Marie pas, demande. puis hein. c'est tout. Mais c'est tout ce qu'on demande. Vous ne voulez pas vous marier, ne vous mariez pas. Ben voilà. Mais en réalité, ça correspond à une époque. Et puis c'est tout. Il faut accepter tel que c'est là. C'est pas vous qui allez le subir, mais peut-être vos petits-enfants auront à subir ça et que pour elles, il est nécessaire de dire qu'on n'est pas obligé, si on Serge n'est pas envie. Souffleur, vous avez 2 minutes pour vous exprimer. Non, parce qu'en fait, forcer une femme, fût-elle votre femme, à avoir un rapport sexuel avec vous... Il ne s'agit pas de forcer. Alors, On ne parle pas de forcer. mais là. on parle bien de forcer, Ah, si. puisqu'elle ne veut pas. Ben oui. Hein, participe d'une certaine forme de violence. Bien sûr. Que dis-je? Bien D'une sûr. violence. Bien sûr. Oui. Hein, avec des conséquences. Bien sûr. Hein. Non, mais Oui, physiologique. ce qu'on est. Docteur. Il a dit, hein. Et psychologique Vous lui avez aussi. dit, dites, il a dit. Il a dit. Il a dit ce qu'il voulait. Ben oui. Bon, docteur Montézium, vous êtes le plus malheureux des hommes, parce que quand on vous regarde, vous n'avez rien d'africain, en réalité. Or, votre rêve, c'est qu'on vous prenne pour un Africain, vous êtes africain, c'est votre partie africaine qui est la plus importante. Je suis les deux. Ah ben, quand on vous regarde, c'est évident. Allons-y. Je suis les deux. Alors vous-même, vous aussi vous êtes les deux. Il n'est pas question Et de vous- moi. Et vous nous avez dit la dernière fois que c'est votre côté européen qui vous intéressait. Alors dites-nous quelques mots dessus. Non, c'est vous qui m'avez demandé de parler de ce sujet. Alors parlez-en, vous êtes trop mal. Mais non, mal. mais non, attendez. Monsieur Laouché a dit la dernière fois que dans la discussion, les discussions qu'on peut avoir aux Antilles, ou de pencher sur le côté européen, ou de pencher sur le côté africain, il a dit que lui, il penchait sur le côté européen.
Alors, et il a tenté d'expliquer et il a arrêté parce que l'émission était arrivée à sa fin. Alors, est-ce que vous pouvez continuer? C'est vous qui voulez parler, ça parlez-en. Mais non, mais non. Vous êtes malin. Mais non, mais attendez. Alors, vous voulez que je continue pour vous? Alors, non, pas pour moi. Non, pour je continue de dire ce que vous avez dit. Attendez, pourquoi je m'exprime? Il faut. Vous venez de dire ce que j'ai dit. Non, c'est pas. Non, vous n'avez pas terminé. Vous aviez dit également. Vous voulez terminer pour moi? Non, Oui, il est terminé pour vous. Allons-y, on vous écoute. Vous aviez dit également que vous faites ça sans complexe en face des Français. Pourquoi? Parce que nous, c'est-à-dire nos pères, ont enrichi la France, ce qui est vrai, et la France tire une bonne partie de sa richesse de ses colonies, de sa richesse actuelle, hein, de ses colonies, et vous dites, mon combat, ce n'est pas de demander l'indépendance ou l'autonomie pour faire mes affaires moi-même. Mon combat, c'est de me battre pour être bien assimilé avec les Français et pour que la France, d'ailleurs, remette la Martinique à niveau et que je sois tout à fait intégré dans la population française. C'est ce que j'ai cru entendre. Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit? Oui, pas dans la population, mais dans la France. Dans la France. Donc vous plaidez pour être dans une assimilation à la France que vous avez aidé à s'enrichir. Oui. Et vous revendiquez votre situation de citoyen français à part entière. Oui. Et non pas entièrement à part, comme on disait avant. Bon, très bien. Et moi, je vous ai dit... Juste une petite chose. Liberté, égalité, fraternité. Je veux que ça s'applique à nous. Très bien. Alors, je vous fais remarquer que liberté, égalité, fraternité, ce sont des utopies françaises qui n'ont en réalité jamais existé. Alors, vous pouvez reprendre l'histoire depuis la Révolution française, vous verrez que chaque fois qu'on a essayé de faire ça, bon, il y a eu des émeutes, toutes sortes de choses, des révolutions encore, etc. En tout cas, écoutez, je vous souhaite bien du plaisir si vous croyez véritablement y arriver par ce chemin. Mais c'est un chemin. J'avoue que c'est un chemin, c'est-à-dire on pourrait se battre pour que la France nous assimile totalement. Ce que nous n'avons pas cessé de réclamer. Hein. Bon, mais il y a une chose par contre. Alors quand je vous ai dit que moi, c'est pas ce chemin que je vous privilégiez. privilégie. Pourquoi? Parce qu'il y a un deuxième chemin. Mais ce deuxième chemin, il n'est pas seulement économique. Il a aussi un côté humain qui, pour moi, est primordial. Donc, je l'ai donc favorisé par rapport au seul fait d'avoir une assimilation économique. C'est celui de l'Afrique, puisque nous parlons de l'Europe, nous parlons de l'Afrique. Alors, de l'Afrique, il y a des valeurs africaines que je considère pour des valeurs universelles et qui m'attirent davantage que certaines valeurs françaises ou européennes ou occidentales ou blanches que j'ai pu connaître de ma vie. Par exemple, deux choses que je pourrais dire, c'est que, par exemple, l'esclavage est une chose qui a été créée par le monde occidental. Ça commence en Mésopotamie. À Abu Dhabi a un code qui ressemble au code noir. Donc, Mésopotamie, esclavage, et Grèce, esclavage, et Romain, esclavage, l'Europe du Haut, esclavage, et puis finalement, on part en Amérique, on fait le génocide des Indiens, ensuite on refait l'esclavage et la traite négrière transatlantique. Alors, vous voyez, tout ça, c'est vraiment des crimes abominables entre eux, etc. Et puis vous savez aussi que certains pays qui paraissaient les plus avancés dans cette civilisation sont des pays comme l'Allemagne qui ont commis l'irréparable, c'est-à-dire la Shoah. Hein, il ne faut pas oublier ça, hein, que la Shoah, c'est le degré suprême, finalement, d'une civilisation qui ne se voulait pas barbare et qui était plus que barbare. Hein, d'accord. Alors, à côté de ça, j'ai un autre modèle.
j'ai un modèle africain. Alors, ce qu'il faut dire et qui est important, c'est que le modèle africain n'est pas celui que généralement on a en tête. Parce qu'on a en tête l'Afrique d'après la colonisation, post-colonisation, ou alors pendant la colonisation, de la colonisation jusqu'à maintenant. Mais je dis que ce n'est pas seulement cette Afrique-là qu'il faut connaître. Alors, si vous voulez passer la première image sur l'esclavage des Blancs qui amène l'esclavage des Noirs, est-ce qu'on peut le faire apparaître là? Alors, il faut absolument lire ce livre, Traite des Blancs, génératrice de Traite des Noirs. C'est un bouquin, vous-même vous l'avez dit, qui a combien de pages? Au moins 800. Au moins 800 pages, mais ça a été écrit, très bien écrit, et j'ai lu ça avec une attention soutenue, et il explique ce que je suis en train de vous dire là. Et donc cet esclavage-là, je dis, elle n'est pas africaine. Alors, il explique dans ce livre, justement, qu'avant l'arrivée des étrangers en Afrique, les premiers étrangers qui arrivent, c'est la poussée arabe, la poussée musulmane qui arrive en 700 après Jésus-Christ. Et puis après, vous avez la poussée occidentale qui arrive quand l'Europe fait des colonies en Afrique, ou alors commence la traite négrière. C'est ça que vous avez comme date. D'accord? Donc, je dis qu'il ne faut pas confondre ça avec ce qui existait en Afrique. Alors, il explique très précisément dans ce bouquin qu'avant 700 avant Jésus-Christ, l'esclavage n'existait pas en Afrique. Et les Africains ont appris l'esclavage et ils l'ont pratiqué, je le dis pour que les gens ne disent pas que je confonds, ils l'ont pratiqué après que la religion musulmane qui prônait l'esclavage leur a appris l'esclavage, et que la religion chrétienne qui prônait également l'esclavage leur a appris l'esclavage. C'est ce qu'il explique. Juste une seconde. Oui. Donc, je n'ai pas le droit de me revendiquer de la civilisation européenne parce que les Allemands ont tué les Juifs. Ah non, vous pouvez. Non, c'est ce que vous avez. Non, vous pouvez. Mais non, et puis parce que les Grecs ont eu des esclaves. Et puis aussi parce que les Grecs ont eu des esclaves. Ah non, j'ai pas dit ça. Mais c'est ce que vous êtes en train d'expliquer. C'est ce que vous êtes en train d'expliquer là. J'ai dit, vous faites un choix. Non, mais je suis en train de vous dire que vous expliquez qu'aujourd'hui, en 2025, je n'ai pas le droit de me revendiquer européen parce que les Grecs avaient des esclaves, parce que les musulmans faisaient tout ce que vous racontez là. Quoi. En tout cas, je lis ce que Césaire dit aussi de l'Afrique. Il dit, c'était des sociétés communautaires, jamais de tous pour quelques-uns. C'était des sociétés pas seulement anticapitalistes, comme on l'a dit, mais aussi anticapitalistes. Et il dit, c'était des sociétés démocratiques, toujours, c'était des sociétés coopératives, des sociétés fraternelles. Merci. Donc c'est pour ça qu'il faut que je... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, il le dit dans le livre, il explique dans le livre, à ce moment-là, les Africains ne pensaient pas à Dieu, comme on l'a dit, que c'est un homme qui est barbu, qui est au-dessus des nuages, et qui a donné 10 commandements aux gens en leur disant, si vous faites ça, c'est bien, si vous faites ça, pas ça, c'est mal. Il dit, les Africains considéraient que l'homme était une partie du démiurge, c'est-à-dire de Dieu. Il y avait une parcelle du démiurge, c'est-à-dire une parcelle du Dieu, non seulement dans les hommes, mais aussi dans les animaux et dans les plantes. Et qu'on ne pouvait pas, par exemple, pour prendre un exemple, on ne pouvait pas réduire un homme en esclavage, parce que réduire un homme en esclavage, c'était aussi réduire sa partie du démiurge en esclavage. Sa partie mystique. Oui, il faut donner la parole à quelqu'un d'autre. Il conclut en 30 secondes. Donc, je conclue pour cette partie-là. Donc, finalement, avant l'arrivée des étrangers, l'Afrique était un paradis. L'Afrique était un paradis. Qui s'appelait d'ailleurs Éden. Éden, voilà. C'était un paradis.
cette Alors, partie... ouvrage pour Attends, ouvrage. il va parler, vous allez parler après. Alors, ouvrage pour ouvrage. Il y a un ouvrage caribéen qui a été écrit par un Trinidadien qui s'appelle Eric Williams, un historien. Il a écrit Capitalism and Slavery. Capitalisme Capitalisme et esclavage. et esclavage. Et il démontre exactement ce que dit le docteur, mais en des termes économiques. Il montre que l'Europe était mercantiliste. Lorsqu'ils ont commencé à développer l'esclavage, le capitalisme a pris corps et a transformé beaucoup d'espaces pré-capitalistes, comme le dit Césaire, en espace capitaliste. C'est ça comment dire, la mutation majeure. C'est l'arrivée du capitalisme. Oui. Et l'homme devient une marchandise que l'on vend, Et même que l'on les exploite, ateliers, que l'on vend, que l'on... Même les ateliers des sucreries. que l'on chosifie. Donc, c'est l'esclavage qui a fait naître le capitalisme, D'accord. tant en Europe qu'en Afrique. Et qu'est-ce que vous pensez du capitalisme alors aujourd'hui? Alors, le capitalisme aujourd'hui, on est dans un système libéral, mondial, et qui pose d'énormes problèmes de régulation. Voilà ce que je pense. Et vous êtes content de vivre dans le système capitaliste ou pas? Content, non. Mais écoutez, mais je suis là-dedans, je ne peux pas faire autrement. D'accord. Vous avez préféré quel système? Mais non, je préfère un système un peu mieux régulé, monsieur. Un peu mieux régulé. Ouais. Mieux régulé. Bon, monsieur Souffle. Non, cela dit, en toute responsabilité et surtout en toute lucidité, je rejoins le camarade Larouché et dans son choix et dans son acceptation d'être français. D'être français et d'être du côté de ceux, certes, qui nous ont esclavagisés, mais qui nous ont amenés à voir le monde avec d'autres yeux et autrement. Je le rejoins sur ce chemin-là. Docteur, je vous écoute, mais en fait, c'est... Mais vous ne comprenez pas. Non, je vous écoute, mais vous n'avez pas fait votre choix. Vous savez que j'ai fait une analyse en direct de ce que vous pouvez dire sur le plateau, et de ça, j'essaie de tirer des choses... beaucoup à dire. Voilà, des choses à dire. La première chose, c'est que nous sommes dans deux pensées différentes. En réalité, quand monsieur, mon cher et distingué confrère évoque l'Afrique d'avant 1700, en fait, il avant parle... 700. Avant 700, oui, avant 700, avant Jésus-Christ, il parle d'une Afrique qui n'existe plus, qui est sans doute... dont on a que très peu les écrits, mais qui traduisent effectivement... D'abord, on voit... Ce qu'il décrit là, c'est ce qu'on voit chez les Pygmées, en réalité. C'est pas plus compliqué. Quand on voit une société pygmée, elle fonctionne exactement dans ce mode-là, où un système démocratique avec vraiment chacun a une tâche bien précise et on vit une vie en communauté. Si vous les voyez, c'est comme ça qu'ils vivent, et ils n'ont pas besoin de plus que ça. Ça, c'est la première chose. À partir du moment où on est parti de ce système-là à un autre système, la question est de savoir, c'est est-ce qu'on devient, parce que nous sommes que le bout du système, nous arrivons en 1846, nous sommes le bout du système, d'accord? C'est-à-dire, le système a vécu, et maintenant nous sommes les conséquences d'un système qui a vécu entre 700, finalement après Jésus-Christ, 1846. Et on nous demande aujourd'hui, est-ce que nous préférons être français ou est-ce que nous préférons être africains? On va nous cette fibre africaine. Je ne sais pas comment on peut diviser en soi sa fibre africaine ou sa fibre française. Vous êtes un mélange des deux. C'est ce que je vois, vous êtes un mélange des deux. Vous êtes un mélange des deux. Simplement, là où la problématique se pose, c'est sur qu'est-ce qu'on fait finalement de ce qui est arrivé, de ce qu'on a finalement déporté. Parce qu'en réalité, c'est ça. Quel est leur ressenti et comment est-ce qu'ils doivent se sentir dans une société qui finalement est responsable de leur déportation? En fait, c'est ça la vraie question. Est-ce que pour ça, comme dit M. Laouché, je compte sur le bon vouloir de ceux qui m'ont assujetti et je leur dis, mettez-moi plus d'hôpitaux, faites-moi des routes plus grandes et faites en sorte que l'administration de ma ville ou que j'ai une continuité territoriale qui fait en sorte que les prix de mes produits, que j'ai la vie chère n'existe pas sur mon territoire. En tout cas, que si j'ai une vie qui ressemble à la vie en Bretagne
en Marseille ou là-haut, et il dit pour lui, oui, j'espère qu'avec ce que je leur ai apporté, ils reconnaîtront mon utilité dans la société, et finalement, ils me donneront ça. Sans faire de grève, sans faire de manifestation, tout en étant gentil. Hein, finalement, c'est ça. Hein. C'est une gentille demande, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez dans une entreprise avec un grand patron et que pour le faire changer d'avis, vous lui disiez tous les matins, ah, chef, j'espère que vous allez m'augmenter. D'accord? Et vous savez bien qu'il ne va pas le faire. Et puis vous avez la deuxième version qui est de dire, écoutez, pour que je ressemble à Marseille ou que je ressemble à Bordeaux ou à Lyon, bah, il faut peut-être que je manifeste que vous m'avez oublié et qu'il est peut-être grand temps aujourd'hui que vous me donniez les moyens nécessaires pour que je puisse être à ce niveau-là. Et je crois que c'est tout ça, c'est pas une histoire finalement d'être africain ou de ne pas être africain, de se revendiquer blanc ou pas blanc. La question c'est simplement quel est le meilleur moyen dans votre façon de revendiquer, en fait de dire que finalement on ne vous a pas fait progresser de la même façon que les autres par rapport à ce que vous avez finalement fourni à la métropole. Quel est le meilleur moyen finalement de upgrader la Martinique, de s'en affranchir. Non, de monter en gamme à la fois la Martinique, la Guyane, la Réunion, pour qu'eux aussi deviennent des territoires comme les autres. Et vous dites, il vaut mieux gréver qu'on me donne de l'argent pour que je puisse le faire, en tout cas que de l'argent au machin. Et l'autre il dit, j'attends que ça vienne du bon Dieu qui vote une loi à l'Assemblée pour le faire. Docteur moi, c'est ce que je vois. Hein. Oui, mais c'est dommage parce que vous ne voyez rien du tout comme ça. Ah oui, mais ça, c'est votre phrase favorite. Attendez, vous avez parlé pendant 20 minutes. Ce que je veux dire, c'est que le débat partait sur le sujet, à partir de la réparation. Oui, c'est ça. Non, on n'est pas parlé de ça. Mais si, mais c'est de ça que je viens de arriver. Mais j'ai parlé de la réparation, je viens de dire que vous demandez à ce que on nous répare en numéraire, mais... Justement, vous n'avez pas parlé de la réparation. Lui, il dit qu'il faut obtenir de la France des choses parce qu'ils doivent nous réparer. C'est ce que je viens de dire. Oui, allez-y. Mais c'est ce que j'ai dit. Mais allez-y, vous n'avez pas compris. Allons-y. Bon, donc, réparer. Oui. Et moi, je dis non. Oui. On va exiger de la France qu'elle nous mette au même niveau parce que nous avons fait sa richesse. C'est pas ce que vous avez dit. D'accord. Et donc, nous ne venons pas en tant que mendiants, nous venons en tant que partenaires. Oui. Mais nous avons le même objectif, faire en sorte que nous ayons le même niveau économique, de vie, de développement, que la France. Que la France hexagonale. Sauf qu'il y a quand même deux situations humaines quand même dans ce choix-là. Alors, nous sommes bien d'accord, est-ce que vous êtes bien d'accord avec moi sur ce plateau, que dans l'actualité actuellement, nous avons un bouleversement du monde. Vous avez par exemple les États-Unis qui attaquent tout le monde, qui veut annexer ceci, annexer cela, qui dans son propre pays qui fait matraquer enfin un monde qui est en train un monde occidental qui est en train de changer. Et est-ce que vous pouvez lire ce que dit ce visionnaire de Césaire. Qui est Aimé Césaire. Et Césaire. Bon, alors je lis. Écoutez le monde blanc, horriblement las de son effort immense. Ses articulations rebelles, craquées sous les étoiles dures, ses raideurs d'acier bleu transperçant la chair mystique. Écoute ses victoires proditoires, trompeter ses défaites. Écoute aux alibis grandioses son piètre trébuchement. Pitié pour nos vainqueurs omniscients et naïfs. Mais alors, il y a ça. Pour nos vainqueurs omniscients et naïfs. Donc, c'est un visionnaire. Il voit très bien que ce monde occidental va un jour éclater parce que ça n'a pas d'avenir. Et moi, je suis en train de dire. C'est ceux qui sont produits en ce moment. Attendez, en communauté. Excusez-moi. C'est cahier de retour au pays natal, ça? Oui. Et ça date de quand? Non, ça c'est le colonialisme, ça. Non, ça c'est cahier de retour au pays natal. Mais c'est pourquoi je dis que c'est un visionnaire. Non. Arrêtez votre cinéma. Répondez-moi, ça date de quand? Mais demandez 1936. 36. Non, ça date pas de 36. Non, si c'est cahier de retour au pays natal. C'est ça, 5 ans. La fin de la guerre, tout le monde a compris. Mais cela dit... La fin de la guerre. Quoi? Ça, cahier de retour au pays natal? C'était avant la fin de la guerre. Écoutez-moi. Oui, avant 1936. au pouvoir,
Je vous dis que quand Aimé Césaire écrit ça... Hitler est au pouvoir. Mais laissez-moi vous dire ce que j'ai à vous dire. Oui. Oui, justement. Donc le monde occidental est déjà en train de se déliter. Mais Hitler, c'est 33. C'est extraordinaire. Mais ouais, le problème. Je suis en train de vous dire. Oui. Vous prenez. Ne vous fâchez Attendez, pas, vous êtes malhonnête. Ne vous fâchez Vous pas. êtes, monsieur Montezuma. Mais laissez-moi lui parler. Mais vous ne me laissez pas parler. Laissez-moi dire ce que je veux Ne dire. dites pas il est malhonnête. Laissez-moi dire ce que je veux dire. Vous dites qu'Aimé Césaire est un visionnaire. Parce qu'il a écrit ça. Mais vous rappelez ça à la situation d'aujourd'hui de l'Occident. Je dis que vous êtes malhonnête. Alors je réponds qu'Aimé Césaire a écrit ça en 1936, au moment où le monde occidental était justement avec comment ça s'appelle, avec Hitler qui montait, etc. Voilà. Et donc il ne faisait pas allusion. Vous faites une différence entre Hitler et Trump aujourd'hui? Je fais une différence entre. Mais les gens sont en train de la Je fais une différence entre le monde, l'Europe de 1936 et l'Europe d'aujourd'hui. Ce n'est pas du tout la même chose. D'abord, ne vous formalisez pas sur des trucs. Mais non, mais c'est là où au lieu de s'apaisantir sur les choses, voilà, sur les mots, prenons le sens des mots. Ah mais oui, ce sont des mots. Mais c'est lorsque vous dites que ce sont deux contextes différents. Oui. Je suis d'accord avec vous. Oui. Ce sont deux contextes différents. Complètement différents. 40 et puis 2025. Oui. Mais la vision, c'est-à-dire le fait de dénicher les logiques qui existaient déjà, et qui existent encore aujourd'hui, voire même amplifiées. Exactement. Oui, c'est ça une vision. Donc le monde européen aujourd'hui est en train d'exploser. Donc il vaut mieux se rapprocher de l'Afrique. Moi, c'est pas ça. C'est pas ce qu'il dit. C'est lui qui dit ça. Non, ça il ne dit pas. C'est pas ce que je dis. Donc il ne dit pas de se rapprocher de l'Afrique. Il dit. Non mais écoutez, il ne dit pas. De ce que je comprends de son discours, il ne dit pas se rapprocher de l'Afrique. Il dit simplement que ce que vous estimez, comme d'habitude, être le progrès, parce qu'en réalité, vous traduisez ça comme le progrès, est à l'origine, est fini par être à bout de souffle. C'est-à-dire qu'on y voit finalement une fin. Et que pour maintenir, et pour maintenir cette force qu'ils ont développée, ils sont obligés à chaque fois d'aller un peu plus loin dans la démesure, un peu plus loin dans la guerre, parce qu'il n'y a que dans la guerre qu'on peut continuer à maintenir cet état de puissance. Et de dire que si nous voulons demain que le monde, tel que nous le voyons, soit un monde plus équitable, avec moins de guerre, avec respect, etc., de l'homme, etc., mais ce n'est pas forcément cette vision-là qu'il faut avoir, c'est une autre. Et c'est en ça qu'il se réclame en disant, pour moi c'est une vision africaine, parce que ce n'est pas une vision voilà, c'est tout ce que je vais vous dire comme De Gaulle, vous m'avez compris. Voilà. Mais qu'est-ce que nous faisons nous pour changer ça? Attends, vous parlez sérieusement là. Mais attendez, mais arrêtez de dire des conneries. Je veux dire, l'Afrique aujourd'hui est dirigée par des capitalistes qui sont plus capitalistes que les Européens. Il me parle de l'Afrique mais ça n'a pas de sens. Il dit, en parlant de l'Afrique, il le dit aussi. Quand il dit des gens à qui on a inculqué savamment la peur, l'agenouillement, c'est de ça qu'il parle. Non, moi je vous parle, je vous dis que... On leur a inculqué, ils n'avaient pas avant ça. Vous avez raison, les Africains c'est des crétins, on est venu leur inculquer, ils n'ont pas de morale, ils n'ont rien, ils n'ont jamais de responsabilité, ils n'ont jamais de... Les Africains ne sont jamais responsables de ce qui leur arrive. Ce sont des enfants. Moi je vous dis, moi je vous dis, à chaque fois, M. Laouché, vous êtes toujours... Mais vous ne voulez pas me laisser parler, vous le dites à chaque fois. À chaque fois, M. Laouché, vous êtes toujours dans le terre-à-terre. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous sortir du mot... Quand on vous dit africain, c'est comme si ça vous hérissait le poil. On ne parle pas de l'Afrique telle que vous la concevez. On parle d'une certaine idée de ce que c'était. On ne dit pas que c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Mais je parle d'aujourd'hui. Ce n'est pas l'Afrique d'il y a 16 ans auquel il se réfère. Là, quand il vous donne comme référentiel... Il ne vous donne pas le référentiel de l'Afrique d'aujourd'hui. Il vous donne le référentiel de l'Afrique d'avant et ce qu'elle aurait pu devenir si c'est ce chemin-là qu'on avait suivi. C'est de ça qu'on parle. On n'est pas en train de dire que le chemin que prend l'Afrique aujourd'hui est le bon chemin. Il vous dit, et je prends ces mots, qu'en réalité, ce chemin qu'ils avaient avant 1700, si on l'avait poursuivi,
on ne serait pas sans doute dans ce qui se fait aujourd'hui. Et c'est en ça qu'il dit, son référentiel à lui, c'est peut-être de réfléchir à nouveau comme ça, plutôt que de réfléchir en termes de puissance, de force, de diriger, d'obliger les autres à d'être assujettis. C'est ça, le rapport de force. C'est ça dont il parle. Non, il a raison. Je veux dire que lorsqu'on découvre par hasard des sociétés ou des tribus qui n'ont pas été justement en contact avec l'Europe, je ne suis pas satisfait du tout de la façon dont ils se trouvent. Et je préfère la civilisation dans laquelle je suis. Parce que je roule en voiture. Parce que je roule en voiture. Parce que j'ai les autres privatisés. Parce que le Japon n'a jamais connu l'Occident avant. Oui. Et le Japon s'est développé comment? Attendez, c'est un pays développé. Il y a des voitures ou pas? Il y a des climatisés ou pas? Non, ils étaient à cheval. Non, mais je veux dire, aujourd'hui, le Japon est quoi? C'est le pays le plus capitaliste du monde. Donc, au contraire, pour un très mauvais exemple, je vous dis que la civilisation dans laquelle nous sommes, c'est la civilisation la plus développée de toute l'humanité. Elle est tellement développée que, au jour d'aujourd'hui, alors que l'Europe exploite l'uranium dans les pays du Sahel, à aucun moment leur idée ne leur dit de proposer une centrale nucléaire en Afrique pour les faire partager leur propre... Ça va venir. Je vais vous dire quelque chose. Ça va venir. Je vais vous dire quelque chose. Mais vous allez attendre longtemps. Vous aviez les amis de M. Mpaye, là, au Cameroun. Ils avaient un terrain, d'accord. Et puis, ils faisaient paître sur le terrain 3 ou 4 chameaux. Ils ont trouvé du pétrole. 3 ou 4 chameaux. Ils étaient contents. Les Européens sont arrivés et ont dit, mais là de ça, il y a du pétrole. Et ils ont exploité le pétrole. Et ils ont fait apporter du pétrole tout ce qu'on sait. Okay? Donc on peut leur reprocher de ne pas avoir bien partagé ce qu'ils ont trouvé. Il n'en reste pas moins que le fait de trouver et de faire la civilisation qu'ils ont fait, c'est extraordinaire. Et c'est beaucoup mieux pour l'humanité. C'est une évidence. Alors, pour conclure, je voudrais quand même conclure dessus. Alors, donc, la voie de M. Laouché, c'est de demander à la France de reconnaître que nous avons fait sa richesse et qu'elle nous doit et qu'elle nous remette pour nous remettre à niveau. La voie que je prends, moi, est-ce que vous pouvez passer les 2 autres livres, la photo des 2 autres livres là. Alors, il y a une... alors, non, il y a ce... Alors, non, mais passez l'autre. Passez l'autre. Oui, c'est celui-là. Alors, les intellectuels martiniquais se sont réunis en 1998 et 1999 et ils ont fait ce qu'on appelle le devoir de mémoire. Bon, ce n'est pas moi, je n'y étais pas. Bon, mais vous avez dit que c'était des intellectuels, vous ne pouvez pas y être. Continuez. Non, mais c'est pas possible. Et dans ce livre, je parle des intellectuels martiniquais, guadeloupéens, et réunionnais et venant également de l'extérieur. Et ils demandent réparation pour la situation dans laquelle nous sommes là actuellement. Et c'est suite à ça, c'était 1 an ou 2 ans après, je crois, Mme Taubira fait passer la loi l'esclavage crime contre l'humanité. Est-ce que vous pouvez passer le dernier bouquin? C'était en quelle année, Madame 2001. Voilà, 2001. C'est là qu'on a décidé que l'esclavage était un crime contre l'humanité. Oui. Ah, donc tout ce qui s'est fait avant n'était pas un crime. Non. Tout ce qui s'est fait avant n'était pas un crime. Pourquoi vous n'avez pas des réparations? Pourquoi vous n'avez pas des réparations? Non, je vous parle de l'esclavage. Celui-là, par contre, par contre, il s'appelle réparation. Il faut dire ça, c'est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce qu'on y lit quand même à la fin que le CARICOM, c'est l'ensemble des pays anglophones de la Caraïbe, et vous savez qu'ils travaillent toujours ensemble. Et ce CARICOM, à travers le CARICOM, et ce CARICOM s'est réuni en 1976, en 2016. Et 2016... Ils ont demandé réparation. Alors, ils disent à leurs anciens colonisateurs, qu'ils soient anglais ou qu'ils soient néerlandais, ils leur disent, si nous sommes dans cette situation économique, sociale et sanitaire, c'est à cause de la situation dans laquelle vous-même vous nous avez mis pendant des siècles et des siècles. Et il dit, on voudrait être réparé, et ils ont produit un document en 10 points. Il y a 10 points là, il y a 10 points
dans lequel ils demandent ils argumentent la réparation. Ils argumentent, c'est-à-dire ils argumentent sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan sanitaire, sur le plan social. Bon, alors ils ont 10 points sur lesquels ils demandent, à partir de ces 10 points, ils demandent une réparation. Et moi je crois qu'à la Martinique, comme nous avons Martinique, Guadeloupe, Guyane, nous avons quand même quelques spécificités par rapport au pays de la CARICOM, je crois qu'on devrait, alors, bien entendu, il y a mon ami Malsa qui s'occupe de cette question. Quelle est la spécificité principale que nous avons par rapport à eux? Quelle est la spécificité principale, si vous voulez, que nous avons par rapport à eux? Eh bien, écoutez-moi, nous ne sommes pas du tout... Nous sommes dans la même demande de réparation. Attendez, sur les différents... Alors, ils n'appellent pas ça réparation. Ils appellent ça une juste... Alors, c'est le plan en 10 points de la CARICOM pour une justice réparatrice. Ils n'appellent pas ça réparation. Docteur Montezuma, qu'est-ce qui nous différencie fondamentalement des pays du CARICOM? S'il vous plaît. Qu'est-ce qui nous dit? Mais bien sûr, nous sommes Français. Oui. Donc nous pouvons mener un combat à l'intérieur de la France, voilà, sans problème. Eux, c'est pas la même chose. Eux, ce sont des pays indépendants qui demandent... Non, ils sont indépendants, mais ils sont dans le Commonwealth. Okay. Hein. Donc je répète... La reine Elisabeth restait le roi actuel et quand même leur souverain. Hein. Ce sont donc des pays indépendants, faisant partie du Commonwealth. N'allez pas dire que la France est un pays non indépendant parce qu'elle fait partie de l'Europe. C'est un pays indépendant. Là, c'est pareil, ce sont des pays indépendants qui vont demander à un autre pays indépendant de les... Nous, on n'est pas du tout dans ce truc-là. Nous sommes des Français et nous sommes des Français à part. Il faut que nous soyons des Français à part entière. C'est ça notre combat, c'est pas le leur. C'est pas le même combat. Non, laissez-moi vous dire. En 1848, d'accord, abolition de l'esclavage. Pourquoi la République, parce que la France était une république à ce moment, avec les 3 valeurs. Qui avait beaucoup de problèmes, la République. Hein? Non, mais ils avaient beaucoup de richesses aussi. Beaucoup de valeurs. Pourquoi n'avoir pas fait ne serait-ce qu'une réforme agraire, une réforme foncière, pour permettre aux anciens esclaves d'avoir un lopin de terre pour cultiver. Ne serait-ce que symboliquement, l'accès à la terre, à l'époque, c'était quasiment interdit aux esclaves. Oui. Vous le savez. Oui. Donc si la République... Elle n'avait pas la force de le faire. Mais les béquets, ces gens étaient extrêmement puissants. Eh bien, ça n'est pas mon problème. On est une République. Et vous savez, le général de Gaulle, c'est en 1962 que le général de Gaulle, je ne sais pas quelle était sa motivation, il a pu prendre un décret pour faire distribuer à peu près 200 lots de 4 hectares. C'est parce que vous sous-estimez la puissance du monde béquet. Ça n'est pas mon problème. On est dans une république. Si vous prenez un décret du 27 avril, si vous prenez un décret du 27 avril, vous dites, on abolit l'esclavage, vous permettez aux gens d'accéder à la terre. Les républicains ont aboli l'esclavage et on l'a remise. Non, mais monsieur Laouché, c'est pour vous dire à quel point c'était puissant. Ensuite, on a enlevé l'esclavage, on a donné de l'argent aux esclavagistes. C'est pour vous dire à quel point ils étaient puissants. Monsieur Laouché, comment on fait donc? Parce que, imaginons que nous adoptions tous votre process. Oui. Comment on fait? Il faut se mettre d'accord. Avec qui? Sur le mode, sur ce que nous voulons. Est-ce que nous voulons l'indépendance? Non, on ne veut pas dire ça. Moi, je veux ce que vous avez dit là. Moi, je souhaite ce que vous avez dit. Imaginons que nous soyons tous là. Je vous remercie. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait alors? Bon, alors, on fait ça comme ça. allons-y. Allons-y. Oui, je vous le dis tout de suite. Oui, allons-y. Donc, nous voyons nos députés. Vos 2 députés. Oui, nos 2 députés. Nos sénateurs. Vos 2. Oui. Ça fait 4. Ils sont 3 sénateurs. 2 sénateurs et 4 députés. Ensuite. Nous prenons les élites telles que M. Mpaye, M. Montezuma, moi-même. Nous faisons un plan de développement pour la Martinique. Passons au sujet suivant, s'il vous plaît. Vous me posez une question, je vous réponds. Nous faisons un plan de développement de la Martinique qui nous permet de rattraper tous nos retards. Nous le mettons sous notre bras. Nous allons à Paris et nous essayons de l'imposer au gouvernement. On essaye. C'est tout. D'accord. Faisons ça. Faites votre voix comme ça, je fais la mienne. Bon, on a compris. Comment? On a compris. Cette voix-là, je peux même la soutenir. C'est vrai? Oui, mais j'ai une autre voix. Laissez-moi prendre l'autre voix. C'est quoi l'autre voix? On verra laquelle. L'autre voix, c'est quoi?
De demander réparation, carrément. De vous mettre à genoux et de demander réparation. Vous mettez à genoux. Si j'en avais un troisième, quand vous allez... un troisième genou, je le mettrais là. Moi, je pose la question. Quand vous allez à Paris, vous allez faire quoi? C'est pas à genoux que vous allez vous mettre? Non. Je vais me mettre à l'Assemblée nationale. Je vais voir tous les groupes de l'Assemblée nationale. Et il a dit quoi? S'il vous plaît, vous n'allez pas leur dire, s'il vous plaît, j'ai besoin que vous votiez pour moi. Non. C'est pas ce que vous allez leur dire. Vous allez les gronder. Je leur dis, si vous voulez que je vote pour vous, pour une loi que vous avez proposée, votez pour cette loi que moi je propose. Je fais un marchandage. C'est là où j'ai je me bats. Non, nos députés... Restons comme nous sommes, ne parlons plus. Avec votre solution, je sais qu'on va rester... De toute façon, ça fait depuis 1846, nous sommes comme ça ne va pas bouger. C'est parce qu'il n'y avait personne qui, comme moi, propose une solution. Je propose une solution, oui, c'est tout. Non, mais les responsabilités de l'État français, il ne faut pas les fuir. En 3 phrases, laissez-moi vous expliquer la crise de 1900. Qui a fait la tuerie au François. D'ailleurs, je le dis peut-être en hommage aussi au maire de François, que je connaissais très bien et pour lequel nous avons tous beaucoup de regrets. Bon, 1900. Alors, lorsque l'Empire Napoléon III est arrivé au pouvoir, dans les années 1860, etc., et il y avait un mouvement de libre-échange, de libéralisme au niveau international. Ils ont permis aux colonies, notamment Martinique, Guadeloupe, de commercer librement avec la région, avec les États-Unis, Barbade, Trinidad. Donc, nos béquets ici exportaient du sucre aux États-Unis. Bon. Et puis en 1892, alors que c'était la République, la Troisième République, qui arrivait en 1870, ils ont remis les douanes. Ils ont arrêté tout libre. Donc, les habitudes qu'on avait d'importer à des conditions extrêmement favorables. La morue, tout ça, de terre neuve des États-Unis, tout ça, et puis même des outils. En Martinique. Oui, enfin, nos béquets. Nos béquets importaient des outillages pour les usines, etc. Lorsqu'on a rétabli les droits de douane en 1892, pour quelle raison? Parce que les vendeurs de morue de Bordeaux se sont plaints de ceux qui n'ont plus le monopole. Donc l'État a dit, il faut répondre aux besoins de ces producteurs de morue qui avaient le monopole d'expédition de morue dans les colonies. Eh bien, lorsqu'on a rétabli la douane, les produits alimentaires ont augmenté de 100%. En Martinique, à morue, l'huile, des choses comme ça. 100%. Qui fait que les travailleurs qui touchaient deux fois, se disent, mais écoutez, on ne peut pas acheter rien, parce que vous savez bien qu'ils étaient pratiquement au minimum vital. Donc, lorsqu'ils ont revendiqué qu'on leur donne de quoi acheter, machin, on leur a voulu Monsieur Michel Balé 2 fois. Voilà. Monsieur Michel, et puis on a tué des travailleurs au François, tout rien que pour une question de pouvoir d'achat. Parce que la France républicaine, de la Troisième République, colonialiste en naissance, a arrêté tout un desserrement de l'exclusif de Colbert en 20 ans. Donc du coup, ça a rendu encore plus difficile la vie dans nos pays, dans nos territoires, et bon, voilà. Quel rapport avec le débat que nous avons là? Je montre comment la République française, égoïstement, favorise ses propres lobbies. Donc en 1900 et en 1892, ils ont favorisé les lobbies de morue de Bordeaux. De Bordeaux et de Nantes et compagnie. Vous voyez, Mais non, comment ça vous semble un détail? Ça vous semble un détail? Vous voyez bien qu'ils ne veulent pas remettre à Haïti son argent qu'ils ont volé. Quoi? Ils ont bien volé l'argent d'Haïti, non? Vous trouvez toujours des raisons de ne rien faire. Comme Haïti, ils ont volé l'argent d'Haïti, je ne sais pas pourquoi ils ont volé l'argent, nous, on n'a rien à faire, on n'y arrivera pas. Nous sommes en février, ça ne vous rappelle rien? Oui, février 1900. 1974. Non, moi j'étais en 1900. Au François. Non, moi je suis en 1974, les événements de Chalvet, avec la mort de 2 personnes, M. Marie-Louise et M. Ilmani. Et donc c'est bientôt qu'on va se rappeler. Vous connaissez non, Chalvet? Bien sûr que je connais. Non, d'accord, vous connaissez votre histoire, je vous félicite. Donc, je connais votre histoire, oui. C'est pour vous dire. J'ai eu des patientes même qui ont vécu ça en direct et qui est marquée en ma patientèle encore aujourd'hui, une patiente notamment. D'accord. Donc, il ne faut pas remonter si loin pour montrer que le gouvernement français est capable de résister à ce que souhaitent les populations. Seulement, il faut se battre.
Simplement, il ne faut pas que nous nous trompions de combat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir ce que l'on veut et quels sont les arguments qu'on avance. Moi, je dis on va aller que... vers l'autonomie alimentaire. Est-ce qu'on peut changer de sujet? Parce que alimentaire. votre débat vous changer fatigue. de sujet. D'accord. On a déjà vu le devoir conjugal, on a vu la partie française. Vous voulez parler de quoi maintenant? Mais je vous ai dit, il s'agit d'expliquer quand même que on vient de comment on dit ça? On vient de faire une étude sur les pays qui sont autosuffisants. Oui. Autosuffisant alimentaire. Au niveau alimentaire. Autosuffisance alimentaire. Oui. Mais c'est pas n'importe... Quand on dit autosuffisance alimentaire, il faut bien comprendre. Il faut faire suffisamment de viande, suffisamment de poissons, suffisamment de légumes, suffisamment de... Tout ce que l'homme mange et qui est bon pour sa santé, c'est ça. Alors, Mais est-ce qu'ils ont McDonald's et les machins, est-ce qu'ils ont ça chez eux? Non, mais attends, mais je n'ai pas encore dit. Je n'ai pas dit quel Cet pays. Eldorado, c'est qui? Alors, finalement, dans le monde entier, le pays qui est loin devant et qui est en autosuffisance alimentaire est le Guyana. Alors, le Guyana est un pays qui n'est pas loin de nous, puisqu'il est à côté de la... C'est une colonie néerlandaise. Et c'est un pays qui produit tout ce qu'il consomme. Il n'importe rien de ce qu'il consomme. Alors que nous produisons quel pourcentage, M. Larouché, de ce que nous consommons? 5%. 5%. Nous produisons 5% De ce que nous et consommons. Et quelquefois, nous importons dans certaines choses 100%. Bien sûr. Nous sommes bien d'accord. Oui, monsieur oui, l'économiste. absolument. Ce qui fait que, écoutez, justement dans cette réparation, puisque vous me demandez qu'est-ce qu'il y avait de particulier aux Antilles françaises. Eh bien, les Antilles françaises, que ce soit la Martinique, la Guadeloupe ou que ce soit la Guyane, quoique en Guyane, vous avez les Mongs qui travaillent et qui font un travail important en agriculture. Mais dans ces deux pays de la Caraïbe, 5%, nous ne produisons que 5%. Alors, on ne va pas demander à produire 50%. C'est trop demandé. C'est trop demandé. Je ne veux pas dire comme le roi Christophe, c'est trop demandé aux nègres. Mais on va dire 25%. Monsieur l'économiste, c'est quand même faisable, 25%. Pour l'instant, on n'est pas dans cette direction-là. Laissez-moi vous dire. Pour le moment, on n'est pas dans cette direction. Pas dans cette direction. D'accord, je peux vous dire quelque chose, monsieur Oui, Roger? oui, Vous bien avez des sûr. enfants? Bien sûr, oui, bien Des sûr. enfants. Ok. Moi, je suis convaincu que vos enfants ne voudront pas faire l'agriculture. Ah oui, et Premièrement, vous vous trompez parce que je leur apprends. premièrement, ils ne vont pas vouloir faire. Deuxièmement, vous n'aurez pas voulu qu'ils fassent. Moi, je vous dis que je préfère produire de la langouste et ne pas produire de quoi me nourrir. Parce qu'avec l'argent de la langouste, je vais acheter de quoi me nourrir, plus une voiture, plus tout ce que je veux. Mais vous ne produisez pas de langouste comment? Mais c'est ce que je vous Mais il dis. n'y a plus de langouste à la Martinique. Mais là aussi, ce On sont... les a tous mangés. Justement, je suis en train de vous dire que nous avons des choix. Ou bien nous sommes des hommes du passé, comme vous. Oui. C'est-à-dire, eh ben, on va retourner, on va essayer de autoconsommation, etc. Ou bien alors des on hommes du passif, Ou comme bien vous. on est... Ou bien, ni du passif, ni du passé. Et donc, au lieu de dire, on va faire notre consommation, etc., on va faire notre igname, on va faire notre patate douce, on va faire notre truc. Tout ça, c'est incroyable. Mais non, monsieur Lanchier, il faut vous arrête produire tout de des suite choses. là. Écoutez, à partir, pour attendez. le poser là, dans l'importation pose problème. Oui. Vous trouvez normal qu'on donne 2 tiers pour la banane et 1 tiers pour l'agriculture nourricière? Non. Ce que Eh je veux ben, dire. ouais, eh ben, non, bon. non. Bon. Le POSEI, Ouais. alors, effectivement, on donne beaucoup trop d'argent aux Ah, cultures bon. spéculatives. Eh ben. Mais je ne vous parle pas de culture spéculative. Moi, je vous dis que quand on va faire la patate douce et tout ça, à la limite, on peut ne pas la manger, la transformer en agro-industrie, la vendre ailleurs et acheter ce dont on a besoin ailleurs. C'est ce concept-là de dire je vais produire ce que je vais manger. Ça n'a pas de sens. Non, On est dans la non, mondialisation. Mais vous savez ce que c'est pas ce que fait le Guyana. Moi, je lis, hein. C'est depuis 2020. Ils ont décidé d'avoir l'agriculture comme pilier central de leur économie. Je vous signale que c'est un pays qui coule sur le pétrole. Hein. Oui. D'accord?
1. Investissement massif dans les infrastructures agricoles. 2. Aide fiscale et subventions aux agriculteurs. 3. Soutien logistique aux filières de production. Oui. Élevage, bovin et porcin, Oui. pisciculture et pêche côtière, culture de soja, maïs, haricots, manioc, patates douces. Ça veut dire que dans ces cultures qu'ils font, il y a des cultures à l'export. Ce n'est pas seulement de la consommation locale. Voilà. C'est ça qui fait une politique. Donc, c'est et ça. ensuite, ils ont investi sur la jeunesse en disant, nos jeunes n'ont pas forcément le travail. Une des façons de donner le travail, c'est de les pousser à faire de l'agriculture. Voilà. Donc, ils ont subventionné l'agriculture parce qu'ils avaient un objectif aussi. Ça ne peut pas être fait chez nous. Ah oui. Non, non. Nos jeunes ne vont pas faire de l'agriculture. Contrairement à ce que dit M. Larouché, Ok. nous avons un lycée agricole. Hein. Mais oui. Et Bien chaque sûr. année, Ils sortent de là, ce bien lycée sûr. agricole un paquet d'élèves diplômés. Bien sûr. Qui, quand ils essaient de faire l'agriculture, Ils peuvent pas. n'ont pas ce que vous venez de Vas-y. dire. Ils n'ont pas ces aides. Bien sûr. Donc ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas avancer coûter, ça dans coûte, bien sûr. Donc bien le sûr. pétrole du Guyana subventionne l'agriculture. Eh bien oui. Elle sert, Ah, c'est-à-dire oui. que... Elle Mais bien sûr, subventionne ça veut dire l'agriculture. quelque chose. oui, Mais bien Mais est-ce sûr. que nous avons Mais bien D'accord, sûr. il n'y a pas de souci. Mais oui. Mais On bien a sûr. du pétrole, on va subventionner notre agriculture. Mais oui, On va subventionner. Vous préférez On a peut-être du que pétrole nos ici. jeunes se retrouvent en métropole pour le travail. Moi, je préfère qu'une bonne partie de notre jeunesse reste sur son territoire. Si pour soi, je dois subventionner de l'agriculture dans mon territoire pour qu'ils puissent rester sur le territoire, je le subventionne. C'est un choix politique. Mais oui. Non, non. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que votre choix politique, c'est de dire, je vais faire que des trucs qui rapportent. Mais les trucs qui rapportent, malheureusement, n'emploient pas beaucoup de monde. C'est ça le problème. Et ça devient des cultures spécifiques. Plus vous avez une diversité dans sur votre territoire agricole, plus vous avez des gens qui sont maintenus sur place, et plus vous avez un développement économique qui est conséquent. Il faut aussi choisir. C'est un choix politique. Mais l'erreur que nous avons commise, monsieur, je dis nous, parce que bon, je suis solidaire des. Les passifs. des Je générations. parlais du passif tout à l'heure. C'est bien ça. Non, mais on a un passif tellement lourd pour les décideurs des années 60 qu'on est obligé d'être solidaire pour les aider à porter ce passif. Bon, écoutez, non, juste deux phrases. Dans les années 60, lorsque la canne se cassait la figure, bon, et que des terres se libéraient, et que des petits colons partiels accédaient à des lopins de terre, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y avait un organisme spécifique de la Chambre d'agriculture qui s'appelle la SANTEC, qui aidait les agriculteurs. Vous savez à planter quoi? La banane C'est ça. et puis Et la canne. l'ananas. C'est ça. Jamais les productions C'est ça. vivrières. Oui, La banane, alors donc du coup, on a eu une flopée de petits producteurs qui se sont retrouvés dans des organismes tels que SICABAM, JIPAM, machin, sous la coupe des béquets. Ça se fait couillonner. Sur la coupe des béquets, qui maîtrisaient le fret maritime, etc. Et les engrais. Oui, tout ça. Et puis, notre agriculture de diversification. C'est assombri. Et pourquoi ils n'ont pas fait de la culture vivrière? Pourquoi ils n'ont pas fait? Eh bien, mais c'est ça le passif. Mais c'est ce que je vous dis, ça C'est leur ça, le rapportait passif. plus d'argent de faire C'est la ça, le banane passif. et la canne. Alors je vais vous dire, Hein? si le Guyana est à ce niveau-là, c'est parce qu'ils sont aussi aidés par le climat. Vous voyez où placer Tropical. le Guyana, un climat tropical, c'est-à-dire où on peut faire plusieurs récoltes dans la même année. En France, par exemple, on ne fait qu'une récolte de Pommes de terre. oui, par exemple, de pommes de terre ou de blé. Ben, bon, alors que là, on peut faire plusieurs récoltes de tomates, plusieurs récoltes de concombres, etc., etc. Donc vous voyez déjà que c'est un pays qui s'y prête. Alors c'est vrai qu'il faut dominer les pesticides, parce que dans ces pays-là aussi, effectivement, ils utilisent les il y a pesticides. beaucoup L'utilisation de nuisances. Hein. Il y a des bactéries, il y a des champignons, il y a tout ça. Mais à côté de ça, qu'est-ce que vous faites? Vous faites aussi de la recherche. Et la recherche vous permet de traiter, peut-être de façon naturelle, mais... En tout cas, on peut se moquer des produits. Etc. vous permet de traiter vos plantes. En tout cas, je peux vous dire qu'on importe les produits de Guyana chez nous.
Oui. Vous le savez. Mais si. Vous allez dans les centres commerciaux, vous voyez bien, il y a la patate douce qui vient de là, Mais il y a oui, plein de les choses qui viennent de là, les Mais ignames oui. et tout ça. Mais oui. Donc on peut toujours se moquer en disant c'est de la culture qui ne rapporte pas. En tout cas, pour nous, ça ne rapporte pas, c'est sûr. On a plutôt tendance à dépenser, mais ça leur rapporte des devises. Quel est le- Et en euros. Vous avez le niveau moyen de Guyanais Alors, le niveau, c'est- ils ne sont pas bas. Hein. Et alors, j'ai pas le chiffre précis. Sur cette Togo, on peut trouver sur Est-ce Google. qu'à votre avis, ils auraient plus d'argent s'ils exploitaient le pétrole qu'ils ont? S'ils exploitaient. Ils vont le faire, ils ont commencé. Exploitaient et exportaient. Mais ils Non, ont non, fait- mais ils ont ils fait exploitent un autre déjà. choix. Ils Très exploitent peu. le pétrole, oui. Ils exploitent. Mais peu. bien sûr, bien sûr. Et donc, c'est le pétrole qui finance en Ah oui, réalité oui, leur, bien sûr. leur agriculture. Bien sûr. Ah bon. Bien De sûr. toute façon, on n'a pas de Mais pétrole. en On Arabie n'a pas de Saoudite pétrole. aussi. nous. En Arabie Saoudite aussi, en Algérie aussi. Oui, mais nous, on n'a pas de pétrole. Oui, mais On a les PIB. transferts publics. Mais Donc, On a les Vous avez les transferts transferts publics. publics. Mais oui, Donc, Le vous PIB feriez du une Nigeria. Le public aurait dû faire ça. Vous feriez une agriculture assistée, quoi. Monsieur Larouché, Oui. est-ce que d'après vous, on peut être producteur de pétrole et pauvre? Non. Ah, très bien, on demande. Eh bien, c'est le cas de Venezuela. Ah, très bien. Le Venezuela Expliquez-lui. nous fait la démonstration. On a du pétrole et puis on est pauvre. Je vous signale que le PIB du Non, mais c'est Guyana, à- c'est 24 milliards de dollars. Hein. Non, mais par habitant. Par habitant. Habitant, on est à 4634 $. Et en dollars. en dollars. Oui, en dollars. Hein. Ah non, mais nous, on est beaucoup plus haut. Hein. Vous êtes beaucoup on plus est à haut, bien sûr. 27 000 27 euros. Est-ce que vous pouvez répéter Guyana 2600, c'est ça? Non, 4 600. 4600. 600 et des Et poussières. nous, c'est combien? 27 000. Voilà, donc vous voulez qu'on fasse comme eux. Oui, si on a le pétrole, oui. Non, mais je vous signale qu'ils sont Ils passés. n'exportent pratiquement pas le pétrole. Ils ont Mais du si, pétrole, ils sont en train de- très ils ont peu. passé. Ils ont Mais ils sont commencé. passés, ils ont commencé là. Ils ont commencé. sont passés de 16 000 Et- milliards de PIB en 2022. Ils sont à 24 000. Ils vont arriver à 40 000 Ce que je suis en dans train pas de très vous dire, longtemps. c'est qu'ils vont choisir d'exploiter leur pétrole plutôt que de faire des cultures vivrières. Ça, c'est Mais pas- non, Arrêtez, vous allez non, voir. ils font Vous allez le voir. pétrole financé. Ce n'est pas. Vous allez voir. L'un ne va pas Vous allez contre voir. l'autre. Hein. Vous C'est allez ça. voir. Je prends le cas du Cameroun. Nous avons toujours eu du pétrole chez nous. Et ça ne nous a pas empêché d'avoir une autosuffisance alimentaire depuis les années 80. Parce qu'on a investi sur l'agriculture, l'agriculture de grande production avec la banane, la canne, etc., le palmier à huile, et en même temps de favoriser, d'avoir une industrie pétrolière qui fonctionne. Hein. C'est pas interdit. OK. Ensuite, de quoi vous voulez parler? Moi, je voulais parler rapidement, hein, c'est parce que quelques patients m'ont parlé de cette problématique qui est ce qu'on appelle les acouphènes. Alors peut-être certains reconnaîtront Aux ça. oreilles. Voilà, c'est une espèce de sifflement, de claquement aux oreilles, alors qu'ils ne sont pas des bruits qui sonnent de l'extérieur, mais que les personnes reçoivent et le sentent, le sentent, et qui peut être l'objet de symptômes qui vont jusqu'à la dépression. Donc c'est vrai que beaucoup de gens... C'est un bruit dans les oreilles. C'est en un fait. bruit dans les... En fait, ouais, c'est un bruit qu'on a la sensation d'avoir un bruit dans les oreilles, mais en fait que les autres à l'extérieur ne l'entendent pas. Il y a que vous qui l'entendez. Voilà. En fait, on dit que c'est simplement un trouble des fois de l'audition. Hein, chez certains patients, il faut savoir que vous avez une baisse de l'audition qui est à peu près de 5 décibels par an à partir de 60 ans. Et donc, effectivement, on va retrouver ces types de problématiques chez des personnes d'un certain âge. Alors, on va le sentir d'autant plus que nous sommes sous silence. C'est-à-dire que moins il y a de bruit, plus on va l'entendre. En gros, quand vous dormez le soir, vous allez l'entendre plus que quand vous êtes en journée et que vous travaillez. Parce que là, effectivement, il n'y a pas de bruit qui vont pouvoir se superposer à votre acouphène. Donc ça, c'était pour dire aux patients qui ont ça qu'il y a des méthodes très simples pour pouvoir générer ça. C'est d'avoir un petit transistor qui fonctionne dans votre chambre, hein, quand vous avez ces acouphènes-là qui fonctionnent, qui vous embêtent, hein, qui vous embêtent, qui créent l'anxiété, qui génèrent vraiment des problématiques même de vie sociale, hein, d'accord, et qu'un petit transistor dans la chambre, c'est important, et que des fois, ça peut être lié simplement à une baisse de l'audition, qu'il est important des fois un petit appareillage, exactement comme des gens qui ont des problèmes de surdité, peuvent aussi mettre fin aux acouphènes. Donc c'est juste pour dire qu'il y a des façons, il faut consulter pour ça. Il ne faut pas rester à la maison et penser que c'est rédhibitoire et qu'on ne peut pas trouver de solution. Un transistor? C'est une petite radio. Petite radio. Des petites radios. Ah bon, uniquement. Et alors, qu'est-ce que vous faites? Non, ça vous mettez juste qu'il y ait un petit bruit léger dans votre chambre. Un petit fond de bruit léger, un fond sonore. sonore. Ça permet de calmer finalement, de moins ressentir
la présence des acouphènes parce que vous avez un autre son qui arrive. Parce que moi, j'ai eu des acouphènes, hein, Mais- mais ça fait déjà 20 ans. Hein. Alors, effectivement, vous ressentez un zzzz dans votre tête, quelquefois, qui est très fort. J'ai eu un ami qui n'arrivait pas à dormir. Oui, c'est ça, Hein. c'est ça. Il n'arrivait pas à dormir. Toute la nuit, il était debout parce qu'il entendait ce bruit. Il me dit, c'est pas possible. Et finalement, on vous dit alors, bon, il faut consulter, nous sommes d'accord. bien sûr. Mais plus vous faites attention, Ah ouais, plus, ça- plus vous l'entendez. Tout à fait. Et ça finit par... Enfin, je ne sais pas si ça finit par partir, mais vous finissez par ne plus l'entendre. Et le bruit, l'ennemi, c'est le silence alors. Ah oui, l'ennemi, c'est le silence, parce que dès qu'il n'y a plus, en journée, en fait, Ouais. les gens sont plus ou moins, Ouais, ça ouais, réussit, mais mais la nuit, hein. c'est particulièrement pénible, parce qu'il n'y a que vous et votre bruit, et puis il n'y a rien autour. Donc c'est pour ça qu'on dit... Vous n'avez pas de traitement pour ça. Il n'y a pas Il n'y a pas de traitement médicamenteux, spécifique, malheureusement. ouais. On avait parlé de bêta-histamine qui pourrait agir, mais c'est très peu efficace. Un des traitements, c'est effectivement de se faire appareiller pour certains qui ont vraiment ce problème qui vient vraiment de l'audition. Dans ces cas-là, ça peut avoir un effet. Mais sinon, pour les autres, il faut vraiment... je dis, ça donne vraiment des syndromes dépressifs. Hein. Surtout que ça varie dans la journée. Alors, de temps en temps, c'est très haut. Et puis, à un moment donné, vous l'entendez presque plus. Et après, ça revient. Donc, ça peut créer vraiment des vraies qu'est-ce qui problématiques. provoque ça? Comme j'ai dit, c'est un problème d'audition. C'est l'audition. C'est les cils de notre nerf. Pour des gens dans qui la écoutent... chaîne de l'audition. Voilà, chaîne de l'audition. Pour des gens qui écoutent, par exemple, du bruit, de la musique très fort dans leur voiture, ben, quand vous êtes jeune, ça passe. Et puis, finalement, vous ne savez pas que vous grillez quelques cils qui permettent de percevoir les sons. Et puis, quelques temps dans la vie, un peu plus tard dans la vie, ben, vous avez ces difficultés qui peuvent se poser. Donc, il est vraiment important de gérer ça parce que c'est quand même 15% de la population de plus de 60 ans qui souffre de ça. Hein. Ah bon? C'est quand même beaucoup. C'est beaucoup, hein. Ah ouais, c'est beaucoup. 15%? 15% En Martinique ou bien? dans la population française. Est-ce que c'est fréquent en Martinique? Ah oui, bien très. sûr. Ah, très fréquent, hein? Pas très fréquent. Ah oui. Alors, ce qui est de fréquent aussi, ce sont les gens qui ont aussi Des vertiges. Là. des vertiges. Hein. Ouais. Alors, beaucoup de gens, dès qu'ils approchent la soixantaine, hein, ils vous disent, j'ai des vertiges, je ne suis pas bien. C'est dû à quoi? Et là, C'est dû à quoi? et Toujours là, attention. encore, il faut L'hypertension. consulter. Hein. Oui, toujours, il faut consulter, c'est un problème d'oreille. Hein. Vous savez, un problème d'oreille interne. Vous savez que dans l'oreille, on a une espèce de conque de Lambie, comme j'explique souvent à mes patients. Qu'en fait, quand on marche avec trois choses. On marche avec les yeux, pour regarder le terrain. On marche avec les pieds, pour toucher le sol. On marche avec les oreilles, parce que dans les oreilles, nous avons un système comme une conque, n'est-ce pas, qui nous permet, en fait, on appelle ça des canaux semi-circulaires, dans lesquels il y a de l'eau, et qui nous permet, en fait, si je baisse la tête ou si je me balance, mais d'avoir toujours un équilibre qui se fait. Ouais, Et en réalité, si vous avez des petits calculs, on appelle ça des petites calcifications qui se font à l'intérieur de votre conque de Lambie ou de vos canaux semi-circulaires, ça peut perturber complètement votre système d'équilibre, d'accord? Et donc, ce que l'œil perçoit et ce que l'oreille perçoit, parce que vous avez un même nerf qui à la fois va à l'œil et qui va à l'oreille. Donc, quand vous avez l'œil qui perçoit quelque chose, qui voit quelque chose, et que l'oreille n'est pas en phase avec ça, vous avez ce qu'on appelle une produit un espèce de déséquilibre, puis vous marchez un peu comme les gens qui sont sur un bateau et qui ont du mal et qui tanguent, voilà. Alors, mon ami, le docteur Cyril Chalon, qui est décédé depuis, et qui était très féru de médecine Chinoise. indienne, m'avait donné une méthode que j'emploie pour moi, parce que ça m'est arrivé d'avoir des vertiges. C'est une méthode avec les yeux, avec laquelle vous faites des rotations, et avec la tête avec laquelle vous allez dans tous les plans de l'espace. Et moi, je n'ai plus de vertige depuis longtemps. On fait quoi alors? Et je le fais avec beaucoup de mes patients, et ça les soulage ou ça les guérit totalement. Faites-nous une consultation. C'est quoi exactement? Mais non, mais ça peut être intéressant. Non, mais attendez, vous savez, depuis Hippocrate et depuis Delphes, quand le patient vient
vient consulter l'oracle, il porte aussi une offrande. Vous voyez comment Il perd pas le nord. Jamais. Non. Jamais. Ok. On ne perd pas le nord. Il perd pas le nord. Ok, est-ce que donne-lui un petit peu d'argent. Donne-lui un petit peu d'argent. J'ai pas mon portefeuille sur moi. Bon, donc il faut aller voir le docteur Montezum si vous avez des problèmes des un peu étourdis. Et il va vous guérir. C'est très important ce qu'il dit là, parce que ça perturbe beaucoup la vie des personnes. Hein. Vous avez ça aussi, par exemple, chez les femmes qui arrivent au moment de la ménopause. C'est une espèce on ne va pas dire de vertige, mais d'instabilité comme ça à la marche. On a l'impression de flotter, une espèce de flottement qui est très désagréable. Il y a beaucoup de gens qui sont affectés par ça. Tout à fait. Donc il faut consulter et puis généralement on trouve une solution. D'accord. Sur les vertiges, on appelle ça un vertige paroxystique bénin. On appelle ça quoi? Un vertige paroxystique bénin. Paroxystique bénin. Voilà. L'exercice qui consiste à se mettre debout et à fermer les yeux, vous vous rendez compte qu'une fois que vous avez fermé les yeux, vous êtes déjà un peu en déséquilibre. Si vous essayez de vous mettre sur une seule jambe en fermant les yeux, alors en ouvrant les yeux, vous tenez, en fermant les yeux, vous ne tenez pas. Et vous pouvez vous rééduquer comme ça. D'accord. Vous avez donné une solution sans exiger d'argent. Oui, vous êtes extraordinaire. Le plateau a du bon. Mais là, c'est cadeau. Non, mais puis il y a des kinés qui font de la rééducation. Ça s'appelle une kiné vestibulaire. Ça s'appelle une kiné vestibulaire qui vous apprend à marcher sans avoir besoin de vos oreilles. Voilà. Vous apprend à rééquilibrer, à savoir marcher sur des espaces qui sont un peu en déséquilibre. Et on vous apprend à jouer sans forcément tenir compte de ce que l'oreille vous donne comme information. Est-ce que le système médical en Martinique est satisfaisant, docteur Mpaye? Le système. Alors, qu'est-ce que vous entendez par ça? Est-ce que ça marche bien? Dans sa globalité. Le système de santé en Martinique. Mais vous entendez bien que les Martiniquais disent qu'ils ne sont absolument pas d'accord avec ce système-là. On les fait attendre des heures et des heures dans les urgences, des jours et des jours, et dans lequel ils considèrent qu'ils sont mal pris en charge. Et puis, vous savez, ce système mis en place en France qui consiste... Parce que j'ai connu un autre système qui consistait, quand vous arriviez aux urgences, qu'on traitait l'urgence et qu'on vous faisait passer dans le service approprié. C'est-à-dire, si la chose était pulmonaire, on vous avait en pneumologie. Si elle était neurologique, on vous envoyait dans un service de neurologie, etc., etc. Alors que maintenant, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Vous arrivez aux urgences, alors on fait le diagnostic. Si on peut vous traiter tout de suite, on vous traite, on vous fait sortir. Bon. Oui, mais souvent, on ne s'occupe même pas de vous. Une doliprane. Oui. Ben oui, alors les gens le ressentent comme ça. Oui. Et particulièrement quand ce sont des personnes du troisième âge, il ne faut que rentrer à l'hôpital et ressortir, puisque ils reviennent avec les mêmes symptômes. Bon, alors, c'est vrai qu'il y a une réflexion à avoir sur cette prise en charge, mais c'est vrai aussi, enfin moi, c'est ma façon de voir les choses, c'est que c'est un espèce de goulot quand vous entrez aux urgences. Il y a beaucoup de gens qui se présentent aux urgences et, bon, effectivement, ça se passe pas toujours bien. Mais moi, je crois deux choses. Je vois d'abord les personnes âgées. Je crois qu'on devrait mieux les prendre en charge à domicile, qu'ils restent chez eux, mais qu'on les prenne vraiment en charge. C'est-à-dire quoi? C'est pas, on fait un diagnostic, on le laisse avec son traitement. Et puis la deuxième chose, qu'on fasse de la prévention des maladies, c'est vraiment mon dada. Il faut empêcher aux gens d'être malades pour avoir moins de gens à soigner. Ça peut paraître simpliste. Mais le drame des urgences, c'est ça. Mais sur ce plan-là, je pense que ça n'a peut-être pas été un progrès. La suppression des PMI. Les PMI dans les communes, toutes les communes avaient une PMI où la population allait soit pour prendre des vaccins, soit pour voir une infirmière, soit éventuellement pour voir un médecin. Donc maintenant, pour quel que soit le problème, on va aux urgences. On a un ongle arraché, on va aux urgences. Donc du coup, les urgences se trouvent engorgées
avec des quantités alors bien sûr, il y a les maisons de santé maintenant qui viennent un peu désengorger les urgences, mais je pense que le système antérieur, bon, je suis désolé d'être un peu passéiste, permettait l'accueil à la proximité, et donc empêchait l'engorgement des urgences. Mais il faut très simplement, puisqu'on a, je le répète tous les jours, puisqu'on a le local, alors les PMI effectivement sont en train de, je vais dire, d'être supplantés par d'autres structures. Attendez, quand vous prenez une ville comme Fort-de-France, Fort-de-France avait à peu près 65 écoles primaires. Maintenant, il ne reste plus que 30 et quelques écoles primaires. On a supprimé la moitié parce qu'il n'y a pas d'enfants. Alors, c'est la même chose pour la PMI, protection maternelle et infantile. Alors, quand ça arrive, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait transformer, en ayant déjà le local, dans un dispensaire ou alors un endroit où on prend la tension, où on prend la glycémie capillaire, etc., où on fait du dépistage. Oui, exactement. Moi, je crois ça, je crois profondément à ça. Et c'est dans la proximité. C'était le Conseil général qui faisait ça. Maintenant, c'est la CTM. Moi, je ne cesse de leur dire. Il faut transformer ces locaux qu'on a déjà, on les a déjà, ces locaux-là, les anciennes écoles, dans des structures polyvalentes de prévention. Vous êtes d'accord, Dr. Non, je vais aborder ça dans un autre sujet. J'espère que la semaine prochaine, on pourra parler du dossier de l'immigration en France. Parce que c'est un des problèmes qui touche la Martinique aujourd'hui, l'immigration et les médecins étrangers qui arrivent sur notre territoire. Parce que le problème de la santé, c'est aussi un problème de ressources humaines. Et comment, dans un pays comme le nôtre de 330 000 habitants, on est à la fois confronté à la problématique d'avoir des médecins qui viennent sur notre territoire et en même temps d'avoir nos enfants qui deviennent des médecins. Vous comprenez? Il faut être clair là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons un vrai problème de gestion de quel sera notre territoire demain. Or, personne ne veut y réfléchir. Personne ne veut s'asseoir pour réfléchir à ça, pour que demain, nous n'ayons pas les soucis que nous avons aujourd'hui. Vous savez, la dernière fois, je vous ai dit que nous avions un problème de médecins africains qui arrivent et pour qui on ne donne pas de papier. Oui. Pour qui on renouvelle un nom. J'ai été à la préfecture, j'ai été scandalisé. J'espère qu'on pourra revenir dessus la prochaine fois, où j'ai assisté. Ils avaient une réunion juste avant que je parte au Cameroun, normalement je n'avais pas assisté, où on leur avait promis, le préfet présent on avait réuni les ARS, les hôpitaux, la préfecture et les médecins, en leur disant, il n'y a pas de souci, c'est vous qui faites fonctionner l'hôpital. Et effectivement, ils sont plus de 200, c'est eux qui font fonctionner l'hôpital. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas là, l'hôpital, par exemple, de Trinité ferme. Les urgences ferment, parce que c'est eux qui assurent les fonctions. S'ils ne sont pas là, vous n'avez pas de gastro-entérologie à la Ménard. D'accord? Il y a plein de services comme ça, ils sont là, ils travaillent. Et vous savez quoi? À ces gens-là, on leur donne des cartes de séjour d'un an. D'un an? Un an. Donc chaque jour, ils sont obligés d'aller pointer à la préfecture. Pointer à la préfecture. Or, vous avez vu que le rapport sur l'immigration dit qu'on souhaiterait avoir une immigration qualifiée, et plutôt qu'une immigration non qualifiée. Or, nous avons ici une immigration qualifiée. On leur refuse non seulement d'avoir alors qu'ils ont droit, sur la loi, d'avoir des cartes de séjour de 5 ans, et après, on dit que c'est le chef de service qui décide si il maintient en fonction de qui vient dans son service, parce qu'on peut avoir des Martiniquais qui viennent de nouveau, qui viennent s'installer. Dans ces cas-là, on ne va pas privilégier, bien entendu, la personne qui est à l'extérieur et qui vient s'installer. Donc, on l'a dit 5 ans. Eh bien, non seulement on leur refuse d'aller à la carte, on refuse qu'ils aient leur famille. C'est-à-dire que le monsieur vient il est formé, il a fait ses formations à Paris, etc. Quelqu'un qui est compétent, qui arrive chez vous, qui travaille dans un service. Le regroupement familial. On refuse le regroupement familial. Et vous savez ce qu'on leur a dit à la préfecture en ma présence? On leur a dit que oui, non, pour donner les cartes d'un an, c'est pas compliqué, mais pour qu'ils viennent faire venir leur famille, il vaut mieux qu'ils passent par l'OFTI, l'Office des migrations, pour faire venir leur famille. Ça vous met 2-3 ans avant de venir. Mais vous avez des députés. C'est extrêmement grave, ça. Avec vous? On a essayé. J'ai essayé d'avoir Madame Bellet. Madame Bellet, qui a essayé d'intervenir. Là, j'ai essayé d'avoir le sénateur
de Trinité, là, M. Buval, d'accord, puisque je connais son frère, je n'ai pas encore demandé, je vais essayer de le saisir pour ça. Et ils sont traînés en bateau. Alors que la direction de l'hôpital a regardé sur le cas du Kanti, mais ils ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas régularisés. Et bien la préfecture... Mais vous savez ce qu'il y a de pire? C'est que la préfecture en Martinique, en Guadeloupe, ils ont bien compris le problème. Ils ont décidé qu'il était préférable de leur donner des cartes et qu'ils soient là parce qu'il y a besoin de soigner leur population. En Martinique, ils ont appelé Paris en leur disant que la Guadeloupe fait des choses qui ne sont pas bonnes et qu'il est préférable que la Guadeloupe arrête de privilégier et de donner les cartes de séjour de 5 ans à ces médecins-là. Conclusion, en Guadeloupe aussi, on a fermé. Voilà où nous en sommes sur des réflexions sur la politique de santé sur le territoire. Tout ça pour dire quoi? Que nous avons le matériel pour travailler. Parce que vous avez demandé, est-ce qu'il manque du matériel? Moi, je vous dis, nous avons du matériel. Le matériel humain. Non, le matériel médical, nous avons les IRM, nous avons les scanners. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez un scanner, le scanner ouvre le samedi, ça ouvre le dimanche à la MENA. Il y a des scanners pour avoir un certain nombre de choses qui peuvent être faites. Ce sont les utilisateurs qui Le problème, c'est les utilisateurs qui manquent. Or, nous sommes en train d'avoir une politique qui est de dire, on va freiner parce qu'on n'est pas sûr. Pourquoi? Mais je dis, ça vient entre médecins. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui vient de la chaise, c'est déjà entre nous, où des gens sur ce territoire font tout parce qu'ils se disent qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de médecins qui viennent d'ailleurs. Parce qu'en réalité, ça empêche peut-être le gâteau d'être fractionné comme il faut, ou parce qu'il y en a certains qui profitent à certains niveaux. En tout cas, je trouve ça scandaleux. Et j'espère que nous pourrons en reparler la prochaine fois. Ok, il faut qu'on arrête l'émission. Voilà, qu'on puisse en parler la prochaine fois du ce débat-là. Parce que c'est vraiment un débat intéressant. Puis la santé, c'est important. C'est donc terminé. Non, c'est fini. C'est fini. C'est pourquoi je voudrais dire quand même à la population que vous avez compris ce soir que vous avez des candidats français, voilà, des candidats français, et puis d'autres candidats qui sont candidats africains dans la façon de voir le monde, de la façon de voir la vie. Voilà, il faut choisir. Merci beaucoup. Et nous sommes en opposition. Ok, donc vous avez des gens qui sont accrochés à des pays développés, des gens qui sont accrochés à des pays non développés. Voilà, je n'ai pas dit sous-développés. Donc, merci. Merci quand même d'avoir été là. Merci à toutes et à tous. Bonsoir, M. Larouché. Bonsoir, Dr Mpaye. Merci d'avoir été là. Bonsoir à toutes et à tous et je vous souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine. Bonsoir, Dr Vaugirard. Merci d'avoir été là. Merci de m'avoir invité et puis j'espère n'avoir pas dit des choses désagréables. Si, vous avez dit un tas de choses désagréables. En tout cas, j'espère avoir informé quelque peu les Martiniquais. D'accord. Vous voulez me montrer quoi? Ah oui, que M. Vaugirard a sorti je ne dirais pas un pamphlet, mais... Ah non. Monsieur Vaugirard a fait un petit livre avec quelque chose de très important dans le livre. C'est sa photo. Non, vous m'avez dit que la photo est belle. La photo est belle. Elle ne ressemble pas à l'original. Elle ne ressemble pas au modèle. Alors, qui s'intitule? En tout cas, ce livre s'appelle « La croissance appauvrissante dans les dom-toms ». Vous voyez ce paradoxe, la croissance appauvrissante. Et je l'ai lu, c'est intéressant, il faut le lire. Mais c'est un économiste qui a fait ce livre. Hein. C'est pas un romancier, c'est un économiste. Merci, docteur. On va en reparler, M. Lance. On va en parler la prochaine fois. On va en reparler une autre fois. C'est ça le souffleur. Merci surtout à tous ces docteurs qui veillent sur nous, hein, à notre bonne santé. Et puis j'envoie un petit bonjour à Ida, qui, elle saura. Hein. Ida. Elle s'appelle Ida ou Aïda? Ida. Elle s'appelle Ida comme la chanson. Oui. Ida comme la chanson. Avec Oïda. Avec Oïda. C'est votre fiancée? Non. Ok, pas encore. Ouais. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Jean-Michel Césaire, merci pour votre réalisation. Excellente comme d'habitude. À très bientôt. Au revoir.